Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. Sous la voûte immense et écrasante d'un ciel d'azur impitoyable, typique des étés arides du territoire du Wyoming en cette année 1883, la locomotive à vapeur crachait ses volutes de fumée noire et dense qui se dispersaient paresseusement dans l'air brûlant, marquant la fin d'un voyage interminable pour Magnolia Thornfield, une femme dont le destin s'apprêtait à basculer de la manière la plus terrifiante qui soit. Alors que les roues d'acier crissaient contre les rails chauffés à blanc, ralentissant le convoi jusqu'à son arrêt final en gare de Redemption Bluff, Magnolia sentait son cœur battre avec la violence d'un oiseau captif contre les parois de sa poitrine, non pas à cause de l'excitation d'une nouvelle vie, mais en raison d'une peur viscérale, ancienne et profondément enracinée, celle que l'on se transmettait à voix basse entre femmes dans la pénombre des salons, la peur de la nuit de noces, cette épreuve inévitable où le corps d'une vierge est censé se déchirer et saigner pour satisfaire les droits conjugaux d'un époux inconnu. Elle se répétait mentalement les avertissements reçus, ces histoires de douleur et de sacrifice, se demandant comment, elle, que l'on surnommait cruellement la géante vierge en raison de sa stature hors norme de 6 pieds et 3 pouces, pourrait survivre à une telle intimité sans causer de dommages irréparables ou subir une humiliation dévastatrice. Elle serrait son sac de voyage usé avec une telle force que ses jointures en étaient devenues blanches, anticipant le moment où elle devrait se lever et révéler au monde, et surtout à l'homme qui l'attendait, l'ampleur de sa différence physique. Silas Brennan, ce nom qu'elle avait tracé du bout des doigts sur les lettres reçues, était son dernier espoir, un riche éleveur de bétail qui avait promis la sécurité, mais alors qu'elle émergeait du wagon de passagers, courbant l'échine par un réflexe conditionné par des années de plafond trop bas et de regards désapprobateurs, la réalité la frappa de plein fouet avec la brutalité du soleil de midi. Sur le quai en bois, elle se dressait tel un pin solitaire et majestueux au milieu d'une plaine d'armoises, dominant de la tête et des épaules la foule compacte des voyageurs, des porteurs et des curieux, sentant instantanément le poids familier et écrasant des regards qui se tournaient vers elle, non pas avec admiration, mais avec cette curiosité morbide qu'on réserve aux bêtes de foire. Elle chercha désespérément du regard l'homme dont elle avait mémorisé la description, cheveux bruns, yeux gris, une cicatrice sur la mâchoire gauche, et une taille annoncée de 5 pieds 8 pouces, une taille qui, sur le papier, semblait raisonnable, mais qui, dans la réalité physique de cette confrontation imminente, allait s'avérer être le premier obstacle insurmontable de leur union. Lorsque ses yeux se posèrent enfin sur la pancarte manuscrite indiquant « Mademoiselle Thornfield », tenue par des mains tannées et fermes, son estomac se noua et chuta vertigineusement, car l'homme qui se tenait là n'était pas seulement plus petit qu'elle, ce à quoi elle s'était préparée intellectuellement, mais il possédait une compacité, une économie de mouvement et une maigreur nerveuse qui accentuaient le contraste de manière presque comique et tragique. Silas Brennan était là, solide comme un roc, mais ne lui arrivant qu'à l'épaule, et le choc qui se peignit sur son visage lorsqu'il leva les yeux vers elle, la bouche légèrement entr'ouverte dans une stupeur muette, confirma les pires cauchemars de Magnolia. Il n'avait pas réalisé, malgré ses lettres, à quel point elle était immense, massive, une anomalie dans ce monde fait pour des femmes délicates et petites. Le silence qui s'étira entre eux sur ce quai bruyant fut plus assourdissant que le sifflet du train, chargé de non-dits, de honte et d'une déception qu'elle croyait lire dans ses yeux gris orageux. Incapable de supporter une seconde de plus ce qu'elle interprétait comme du rejet, Magnolia sentit les larmes lui monter aux yeux, cette faiblesse qu'elle détestait tant mais qu'elle ne pouvait contrôler face à la confirmation de sa propre monstruosité perçue. D'une voix tremblante, à peine un murmure rauque étouffé par le vacarme de la gare, elle prit la parole la première, tentant de préserver le peu de dignité qui lui restait en proposant l'impensable, l'annulation immédiate de tout. « Monsieur Brennan », commença-t-elle, sa voix se brisant sous le poids de l'émotion, « je comprends parfaitement, je vois bien que je ne suis pas ce que vous attendiez, que ma taille, un problème insurmontable, et si vous avez changé d'avis, ce que je ne pourrais vous reprocher, je dispose encore de suffisamment d'argent pour acheter un billet de retour pour le Missouri par le prochain train et disparaître de votre vie avant même d'y être entré, ainsi personne n'aura à subir l'embarras de me voir à vos côtés. » Elle s'attendait à ce qu'il hoche la tête avec soulagement, qu'il accepte cette porte de sortie honorable, qu'il lui donne quelques dollars pour le dérangement et qu'il s'en aille chercher une épouse plus proportionnée, mais Silas Brennan ne bougea pas, ou plutôt, il fit le mouvement inverse de celui qu'elle anticipait, il s'avança d'un pas vers elle, réduisant l'espace qui les séparait, et sa voix, lorsqu'il répondit, n'avait rien de la douceur mielleuse des hypocrites ni de la dureté des moqueurs, elle était rugueuse comme le gravier du lit d'une rivière, texturée par des années de commandement et de solitude. « J'ai assez d'argent pour assumer mes choix et changer d'avis si je le voulais, » dit-il, coupant net sa spirale d'autodestruction verbale, « mais ce n'est pas ce que je suis en train de faire, mademoiselle Thornfield. » Il leva la tête, l'obligeant à soutenir son regard, et elle fut frappée par l'intensité de ses yeux gris,
qui ne la parcourait pas avec le dégoût habituel des hommes, ni avec cette lueur lubrique de ceux qui fétichisent l'étrange, mais avec une sorte de calcul émerveillé, comme s'il contemplait une montagne qu'il n'avait jamais cru pouvoir gravir mais qui se révélait soudain être le paysage le plus époustouflant de sa vie. Je suis simplement en train d'essayer de comprendre, poursuivit-il avec une lenteur délibérée, comment une femme aussi magnifique que vous a pu se retrouver à répondre à une petite annonce passée par un homme comme moi, un homme qui a passé sa vie le nez dans la poussière et le bétail. Le mot « magnifique » frappa Magnolia avec la force d'un coup physique, lui coupant le souffle, car dans son vocabulaire personnel, forgé par 24 années de remarques acerbes et de chuchotements cruels, elle était une géante, une girafe, une bizarrerie, une erreur de la nature, une créature que les mères montraient du doigt pour dire à leur fille « Tiens-toi droite ou tu finiras comme elle », mais jamais, au grand jamais, elle n'avait été magnifique. Les larmes qu'elle retenait débordèrent alors, traçant des rivières chaudes sur ses joues empoussiérées par le voyage, et elle se sentit obligée de le corriger, de lui lister ses défauts comme on liste les avaries d'un navire avant la vente. « Mais je suis trop grande !» s'écria-t-elle presque, ne se souciant plus des passants qui commençaient à les observer. « Je suis bâtie comme un homme, Silas, je mange 2 fois plus qu'une femme normale, je ne peux porter aucune robe du commerce, les couturières me surtaxent parce qu'il faut des mètres et des mètres de tissu supplémentaires pour couvrir mes membres interminables, j'ai fait fuir tous les prétendants décents de 3 comtés chez moi parce qu'aucun homme ne veut d'une femme qui le fait se sentir petit, faible ou ridicule lorsqu'il marche côte à côte dans la rue, et je pensais, j'espérais stupidement qu'ici, dans l'ouest sauvage où les montagnes touchent le ciel et où les plaines sont infinies, je ne serais peut-être pas une telle anomalie, que je pourrais me fondre dans le décor, mais je vois bien à votre regard, à la façon dont vous devez tordre le cou pour me parler, que je me suis trompé et que je ne serai jamais rien d'autre qu'une attraction de foire. Silas l'écouta jusqu'au bout, sans l'interrompre, absorbant chaque mot de douleur comme la terre sèche absorbe la pluie, et lorsqu'elle eut fini, à bout de souffle et tremblante de honte, il s'approcha encore, si près qu'elle put voir les détails de la cicatrice blanche qui zigzaguait sur sa mâchoire, une marque de violence passée qui semblait vibrer sous sa peau tannée. « Magnolia, dit-il, utilisant son prénom pour la première fois avec une familiarité qui la fit frissonner, puis-je vous parler franchement, sans détour et sans politesse inutile ?» Elle acquiesça, incapable de parler. « J'ai passé 15 ans de ma vie, 15 longues années, à me briser le dos du lever au coucher du soleil, 7 jours sur 7, sans repos ni vacances, jusqu'à ce que mes mains saignent, que mes os craquent et que ma peau cuise sous ce soleil maudit, pour bâtir quelque chose qui ait du sens, pour transformer un morceau de désert en un empire de 3000 acres avec le meilleur bétail du territoire. » Il marqua une pause, son regard ne lâchant pas le sien, ancrant son attention. « J'ai réussi, j'ai plus d'argent que je ne pourrai jamais en dépenser, j'ai le respect de la banque et des marchands, mais savez-vous ce que j'ai réalisé l'hiver dernier, alors que la neige bloquait les routes et que j'étais assis tout seul au bout d'une table en chêne massif capable d'accueillir 20 convives? J'ai réalisé que tout cela, chaque acre, chaque tête de bétail, chaque dollar, ne signifiait absolument rien, strictement rien, si je n'avais personne avec qui le partager, personne pour me demander comment s'était passée ma journée, personne pour entendre le son de ma voix dans le silence de cette grande maison vide. Il leva une main, et avec une audace qui la cloua sur place, il tendit son pouce rugueux pour essuyer une larme sur sa joue, son geste d'une douceur si inattendue, si contrastée avec la rudesse de ses paumes, qu'elle en eut le souffle coupé. Je n'ai pas passé une annonce pour trouver une épouse décorative, petite et fragile, qui me ferait me sentir grand par comparaison, je n'ai pas besoin de cela pour connaître ma valeur. J'ai cherché quelqu'un de réel, Magnolia, quelqu'un qui a vécu, qui a souffert, qui sait ce que c'est que d'être jugé par des imbéciles qui utilisent les mauvaises mesures pour évaluer la valeur d'une âme, je cherchais une partenaire, quelqu'un de solide, de vrai, et en vous voyant là, sur ce quai, dominant cette foule de gens ordinaires, je ne vois pas une anomalie, je vois exactement ce que j'espérais trouver, je vois la vérité. » Ces paroles s'infiltrèrent dans l'esprit de Magnolia comme un baume sur une brûlure à vif, apaisant des années d'humiliation, mais la peur sociale restait tenace, ancrée par l'habitude. « Mais les gens vont parler, chuchota-t-elle, incapable d'abandonner ses craintes si facilement, ils vont rire de nous, ils diront que vous êtes ridicule avec une femme qui pourrait vous porter, ils diront que je suis un monstre et vous un désespéré. » Silas eut un petit rire sec, sans humour mais chargé de défi. Laissez-les parler, laissez-les user leur salive et leurs petits esprits, les seules opinions qui comptent dans un mariage, les seules voix qui ont le droit de citer dans notre maison, ce sont les nôtres, la vôtre et la mienne, et tant que vous et moi savons pourquoi nous sommes ensemble, le reste du monde peut bien aller au diable. Il recula d'un pas, lui tendant la main avec une formalité qui lui rendait sa dignité, une invitation silencieuse non pas à se soumettre, mais à s'associer. Maintenant, mademoiselle Thornfield,
ma gouvernante Madame Chen a préparé un repas chaud qui nous attend, et j'ai un chariot prêt à nous emmener vers ce qui pourrait être votre maison si vous acceptez de me donner une chance, non pas de vous épouser tout de suite, mais simplement de vous montrer qui je suis. » Magnolia regarda cette main tendue, cette main d'homme travailleur, calleuse et marquée, et pour la première fois, elle ne vit pas la différence de taille, elle vit la promesse de sécurité, la possibilité infime mais réelle d'être acceptée telle qu'elle était. Elle prit sa main, et au moment où sa peau toucha la sienne, chaude et sèche, elle sentit une connexion électrique, une promesse silencieuse que peut-être, juste peut-être, cet homme disait la vérité. Ils se dirigèrent vers le chariot, et alors qu'elle montait sur le siège, remarquant que même assise, elle était presque aussi grande que lui debout, elle vit le regard des passants, le mélange de choc et de pitié, mais pour la première fois, soutenue par la présence inébranlable de Silas à ses côtés, elle releva le menton. Refusant de courber les épaules, et accepta de commencer ce voyage vers l'inconnu, vers ce ranch qui allait devenir le théâtre de ses plus grandes peurs et de ses plus beaux espoirs. Le voyage en chariot depuis la gare de Redemption Bluff jusqu'au ranch Brennan fut une traversée silencieuse à travers un paysage d'une beauté sauvage et indifférente, où le soleil de l'après-midi, suspendu comme un œil de feu dans le ciel immense du Wyoming, écrasait la terre craquelée de sa chaleur impitoyable. Assise raide sur le banc de bois dur, Magnolia Thornfield sentait chaque chaos de la route résonner dans sa colonne vertébrale, ses mains crispées sur son sac de voyage comme si c'était la seule encre la retenant à la réalité, tandis qu'à ses côtés, Silas Brennan guidait les chevaux avec une compétence tranquille et économe, ses mains, bien que petites par rapport aux siennes, maniant les rênes avec une autorité absolue qui ne nécessitait ni force brute ni crise inutile. Le silence qui s'étirait entre eux n'était pas hostile, mais chargé d'une tension électrique, celle de deux étrangers liés par un contrat de papier et une promesse audacieuse, naviguant vers un avenir incertain, et Magnolia ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil furtifs à cet homme compact et taciturne, notant la ligne dure de sa mâchoire et la façon dont ses yeux gris scrutaient l'horizon, se demandant ce qu'il pouvait bien penser d'elle maintenant que le choc initial était passé. Alors que le chariot franchissait la crête de la dernière colline, le souffle de Magnolia se bloqua dans sa gorge, car devant eux, s'étalant dans la vallée verdoyante comme une promesse matérialisée en bois et en terre, se dressait le ranch Brennan, un spectacle qui défiait toutes ses attentes modestes de fille de fermier ruiné. Elle avait imaginé une simple ferme, peut-être une cabane améliorée avec un appentis pour les bêtes, mais ce qui s'offrait à sa vue était un véritable empire, une déclaration de puissance et de persévérance inscrite dans le paysage, des kilomètres de clôtures peintes d'un blanc éclatant s'étiraient vers l'horizon sans fin, délimitant des pâturages où paissait un bétail gras et luisant, tandis qu'au centre trônait une maison à 2 étages avec une véranda panoramique qui capturait la lumière. Dorée, entourée de granges rouges qui semblaient plus neuves, plus vastes et plus robustes que tout ce qu'elle avait jamais vu dans le Missouri. « C'est trop », murmura-t-elle, la voix tremblante, s'adressant davantage à elle-même qu'à Silas, écrasée par le sentiment de sa propre indignité face à une telle réussite, mais Silas, sans détourner le regard de sa création, répondit simplement que c'était à elle désormais, ou que cela le serait une fois les vœux prononcés. Il tourna alors son visage vers elle, et l'intensité de son regard fit vaciller ses certitudes lorsqu'il affirma qu'il pensait chaque mot prononcé à la gare, il n'avait pas besoin d'une épouse pour cuisiner ses repas ou raccommoder ses chemises, car sa gouvernante, Madame Chen, gérait la maison à la perfection, mais il avait besoin de quelque chose de bien plus rare et précieux, un partenaire, quelqu'un avec qui bâtir les 15 prochaines années, quelqu'un pour partager le poids et la gloire de cet empire. Le mot « partenaire » s'infiltra dans les os de Magnolia comme une chaleur bienfaisante après un long hiver, car personne ne l'avait jamais appelée ainsi, elle avait été un fardeau, une obligation, une grande perche inutile, mais jamais une partenaire. Cependant, cette bulle d'espoir fragile fut menacée dès l'instant où les roues du chariot crissèrent sur le gravier de la cour principale, car un homme émergea de la grange la plus proche, et son allure était tout ce que l'on attendait d'un homme de l'Ouest, grand, large d'épaules, puissant, une incarnation physique de la force brute qui contrastait cruellement avec la silhouette compacte de Silas. C'était Cole Masterson, le contremaître, et lorsque ses yeux se posèrent sur Magnolia, ils ne reflétèrent ni la chaleur de l'accueil ni la politesse de la courtoisie, mais un scepticisme froid et non dissimulé, son regard parcourant la longueur interminable de ses jambes, la largeur de ses épaules, et la façon humiliante dont elle devait se voûter légèrement même assise sur le banc du chariot. « Boss » lança-t-il en hochant la tête vers Silas, avant de pointer son menton vers Magnolia avec une expression qui fit se tordre l'estomac de la jeune femme, demandant brutalement si c'était là l'épouse par correspondance. La voix de Silas se refroidit instantanément de plusieurs degrés lorsqu'il présenta Magnolia Thornfield, précisant d'un ton sans appel qu'elle serait bientôt Madame Brennan, mais Cole, touchant le bord de son chapeau avec une insolence calculée, garda son expression dubitative et demanda immédiatement à avoir un mot avec son patron, un mot qu'il voulait clairement priver.
Silas, dont la mâchoire se contracta dans un tic nerveux que Magnolia commençait à reconnaître, refusa cette intimité conspiratrice, ordonnant à Cole de dire ce qu'il avait à dire devant mademoiselle Thornfield, car il n'y aurait pas de secret entre eux. Cole croisa alors ses bras massifs sur sa poitrine, et Magnolia se sentit rétrécir intérieurement, désirant disparaître sous les planches du chariot, alors que le contremaître déversait sans filtre le poison de l'opinion publique. Il affirma que les garçons, les valets de ferme, parlaient déjà, qu'ils voyaient une femme plus grande que leur patron et commençaient inévitablement à se demander qui dirigeait vraiment les choses au ranch, insinuant que l'autorité de Silas serait sapée par la simple présence physique de son épouse. Il alla plus loin, évoquant la réunion de l'association des éleveurs le mois suivant, prédisant que lorsque les autres barons du bétail verraient ce couple dépareillé, la réputation de Silas en souffrirait. C'en fut assez pour Silas, dont la voix claqua soudainement dans l'air chaud comme un coup de fouet, tranchante et glaciale d'une manière que Magnolia n'avait pas encore entendue, le faisant sursauter. Il déclara avec une fureur contenue que la taille de mademoiselle Thornfield n'était ni l'affaire de Cole, ni celle des valets, et encore moins celle de l'association, affirmant avec une force inébranlable qu'elle allait devenir sa femme, ce qui faisait d'elle la dame et la maîtresse de ce ranch, et que quiconque avait un problème avec cette réalité pouvait récupérer sa paix et quitter les lieux le jour même. Cole, surpris par la violence de la réaction, leva les mains en signe d'apaisement, mais ses yeux gardaient une lueur dure alors qu'il tentait de justifier son insolence par une fausse sollicitude, disant qu'il ne faisait que répéter ce que les autres diraient, demandant à son patron s'il avait travaillé si dur pour bâtir cet endroit seulement pour tout gâcher. Silas descendit alors du chariot avec des mouvements contrôlés, chaque geste vibrant d'une colère à peine réprimée, et fit face à son contremaître, lui demandant à quoi servait tout ce travail s'il n'avait pas une raison de rentrer chez lui le soir, s'il devait continuer à s'effondrer seul dans un lit vide, s'il n'avait personne qui se souciait de savoir s'il était vivant ou mort. Ces mots, lourds de sens et de solitude avouée, restèrent suspendus dans l'air comme la fumée d'un coup de feu, faisant vaciller l'expression de Masterson entre surprise et inconfort. Silas contourna alors le chariot pour rejoindre le côté de Magnolia, lui tendant la main pour l'aider à descendre, mais elle hésita, figée par la scène qui venait de se dérouler, reconnaissant ce schéma cruel qu'elle avait vu se jouer 100 fois dans le Missouri, des hommes exprimant leur inquiétude, offrant des conseils, et finissant par convaincre le prétendant qu'elle ne valait pas les ennuis et les moqueries. Doucement, mais fermement, Silas l'appela, ses yeux gris levés vers elle avec une patience infinie, l'invitant à prendre sa main. Elle obéit, et au moment où ses bottes touchèrent la poussière de la cour, la réalité physique s'imposa de nouveau, elle dominait les deux hommes de plusieurs centimètres. Elle vit le regard de Cole changer, passant de la colère à cette pitié mêlée de mépris qu'elle connaissait si bien, un regard qui disait « Pauvre Silas Brennan, brillant en affaires mais ridicule en amour ». Incapable de supporter cette tension, Magnolia trouva une force qu'elle ne soupçonnait pas et s'adressa directement au contremaître, la voix plus forte qu'elle ne le sentait, affirmant qu'elle comprenait ses inquiétudes, qu'elle les avait entendues toute sa vie, mais qu'elle n'avait pas parcouru 800 miles pour causer du tort ou de l'embarras à M. Brennan. La gorge serrée, elle se tourna vers Silas et lui offrit une porte de sortie ultime, déclarant que s'il décidait que cet arrangement ne convenait pas, elle partirait tranquillement, sans faire d'histoire, sans rien demander. Mais avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, la main de Silas se posa au creux de ses reins, chaude et ancrée à travers le tissu de sa robe de voyage, un toucher possessif qui fit s'accélérer son pouls. « Tu ne vas nulle part, dit-il avec une intensité farouche, rejetant son offre de départ comme une absurdité. Se tournant vers Cole, il lança un avertissement final, si les hommes avaient des inquiétudes, ils pouvaient venir le voir directement, mais il leur dirait la même chose qu'il disait maintenant, qu'il avait passé des années à voir des hommes 2 fois plus grands que lui échouer parce qu'ils étaient trop stupides ou trop orgueilleux. Il planta son regard dans celui de son contremaître et énonça sa vérité, la taille ne mesure pas la valeur, elle ne mesure pas la force, elle ne mesure pas le caractère, et elle ne mesure certainement pas l'amour. Ce dernier mot, amour, résonna dans le silence de la cour comme une cloche impossible à étouffer, faisant hausser les sourcils de Masterson et coupant le souffle de Magnolia. Sans attendre de réponse, Silas guida sa future épouse vers la maison, laissant son contremaître digérer l'information, mais alors qu'il montait les marches du porche, Magnolia jeta un dernier coup d'œil en arrière et vit Cole secouer la tête, certain que cela ne marcherait pas, certain que la simple mathématique de leur corps rendait l'amour impossible, et la question qui hanta Magnolia en franchissant le seuil n'était pas de savoir si la ville les accepterait, mais si les yeux de Silas finiraient par refléter cette même certitude tragique. Une fois le seuil de la grande maison franchi, une atmosphère de paix domestique enveloppa Magnolia, une odeur riche et complexe mêlant la cire d'abeille, le bois poli et la levure de pain frais, des effluves qui réveillèrent en elle des souvenirs douloureux d'une époque révolue, celle d'avant la mort de sa mère,
lorsque sa propre maison n'était pas encore devenue un lieu de solitude et de silence. C'était un intérieur propre, ordonné et accueillant, bien loin de la rudesse extérieure du ranch, et alors que ses yeux s'habituaient à la pénombre bienfaisante du couloir, une petite silhouette émergea de la cuisine, essuyant ses mains sur un tablier immaculé. C'était Madame Chen, la gouvernante, une femme chinoise aux traits fins et aux yeux vifs qui pétillaient d'une intelligence pragmatique, et dont l'expression sévère, que Magnolia avait redoutée, fondit instantanément pour laisser place à une douceur inattendue lorsqu'elle leva les yeux vers la nouvelle maîtresse des lieux. Sans la moindre trace du jugement ou de la moquerie que Magnolia avait enduré en ville, Madame Chen l'accueillit dans un anglais accentué mais clair, l'informant avec une efficacité bienveillante que sa chambre était prête, qu'il y avait de l'eau chaude pour se laver et que le souper serait servi dans 1 heure. Submergée par cette gentillesse simple et fonctionnelle, Magnolia ne put que murmurer un remerciement étranglé, avant de suivre Silas dans l'escalier qui menait à l'étage, chaque marche craquant légèrement sous son poids, lui rappelant sa différence. Il la guida vers une chambre qui, à elle seule, était plus vaste que la cabane entière qu'elle partageait avec son père dans le Missouri, un espace baigné par la lumière dorée de la fin d'après-midi qui entrait par une fenêtre donnant sur la vallée. Il y avait là un véritable lit recouvert d'une courte pointe en patchwork, un lavabo avec une bassine en porcelaine peinte, et surtout, disposé avec soin sur le matelas, une chemise de nuit en coton blanc, fraîchement repassée. Le regard de Magnolia se figea sur ce vêtement, et son cœur se serra douloureusement, car elle vit immédiatement ce que Silas et Madame Chen, dans leur bonté, n'avaient pas anticipé, la chemise était faite pour une femme de taille normale, ce qui signifiait qu'elle serait désespérément trop courte pour elle, s'arrêtant probablement à ses genoux, exposant ses jambes et la rendant grotesque. C'était un rappel silencieux mais brutal qu'elle n'avait pas sa place dans ce monde de choses correctes, qu'elle était une intruse dans cette normalité. Silas, observant la direction de son regard et la tension qui raidissait ses épaules, comprit immédiatement. Il s'excusa doucement, expliquant que Madame Chen ne connaissait pas ses mesures exactes, mais qu'étant une couturière experte, elle lui confectionnerait des vêtements appropriés dès qu'elle serait installée. Le mot « approprié » résonna dans l'esprit de Magnolia avec une ironie amère. Comment pourrait-elle jamais être appropriée avec ce corps, ses épaules, cette hauteur qui défiait les normes? Elle sentit les larmes de honte piquer ses yeux, non pas à cause du vêtement, mais à cause de ce qu'il représentait. Silas s'approcha alors, sa voix devenant un murmure grave et intime, lui demandant de le regarder. Elle obéit, tournant vers lui un visage ravagé par l'insécurité, et il lui dit qu'il savait ce qu'elle pensait, qu'il avait vu l'effet dévastateur de la scène avec Cole dans la cour, et qu'elle attendait maintenant, le souffle coupé, qu'il réalise son erreur et change d'avis. Incapable de mentir, Magnolia laissa échapper ses peurs, maintenant qu'il l'avait vu à côté de son contremaître, à côté d'hommes de taille normale, n'avait-il pas réalisé à quel point ils auraient l'air ridicules ensemble, à quel point les gens riraient? Silas réduisit la distance entre eux jusqu'à devoir basculer la tête en arrière pour plonger son regard dans le sien, et loin d'être intimidé, il semblait puiser une force nouvelle dans cette proximité. Il lui confia alors ce qu'il avait réellement pensé en la voyant sur le quai, non pas qu'il avait fait une erreur, mais qu'il avait eu raison, qu'elle était exactement celle qu'il espérait. Il leva la main pour caresser sa joue, son pouce rugueux traçant la ligne de sa mâchoire avec une tendresse qui la désarma totalement, et lui expliqua qu'il avait passé sa vie à être sous-estimé, à s'entendre dire qu'il était trop petit pour diriger un ranch de cette envergure, pas assez homme pour imposer le respect dans un territoire où la taille semblait être la seule mesure de valeur. Il lui dit qu'il avait appris une vérité fondamentale, les gens qui mesurent la valeur en pouces sont ceux qui ne bâtissent jamais rien de durable, trop occupés qu'ils sont à essayer de paraître grands pour être réellement grands. Sa voix se fit plus rauque, chargée d'une émotion brute, lorsqu'il prononça les mots qui allaient faire basculer le monde de Magnolia. Il n'avait pas besoin d'une femme qui le fasse paraître plus grand aux yeux des autres, il avait besoin d'une femme qui lui donne envie, à lui, d'être meilleur. Et en la regardant, en voyant sa force, son courage, son cœur qui avait continué à battre malgré une vie de rejet, c'est exactement ce qu'il voyait, quelqu'un qui le rendait digne. Cette déclaration brisa quelque chose en elle, non pas comme un os qui casse, mais comme une coque rigide qui se fissure pour laisser passer la lumière, et pour la première fois, ses larmes ne furent pas celles de la honte, mais celles d'un soulagement immense. Silas la laissa alors se rafraîchir, promettant de lui montrer les chevaux après le repas si elle n'était pas trop fatiguée, mentionnant une jument en particulier qu'il avait hâte de lui présenter. Durant les 3 jours qui suivirent, Silas tint parole et courtisa sa propre femme avec une patience infinie, ne précipitant rien, ne réclamant aucun droit, la traitant avec une courtoisie qui lui permettait d'apprivoiser sa nouvelle réalité. Le premier matin, la trouvant sur le porche à l'aube car le lit de plume était trop mou pour son corps habitué aux paillasses de maïs, il ne se moqua pas, mais proposa simplement de changer le matelas, affirmant que tout ici pouvait être adapté à elle,
car c'était sa maison. Puis il l'emmena voir son empire sous la lumière rasante du soleil levant, lui montrant les pâturages et le bétail, avouant que c'était la première fois que tout ce succès lui semblait avoir un sens, maintenant qu'il pouvait le partager avec elle. Mais le véritable tournant se produisit dans la grange, ce sanctuaire de bois et de foin où il l'emmena pour rencontrer ses chevaux. Il lui présenta 6 animaux magnifiques qu'il avait dressés lui-même, mais garda le meilleur pour la fin. Au fond de l'écurie, dans le plus grand box, se tenait une créature qui fit s'arrêter le cœur de Magnolia, une jument percheron grise pommelée, massive, mesurant facilement 17 mains au garrot, avec des sabots de la taille d'assiette et des épaules capables de tirer une maison hors de ses fondations. « C'est Goliath, dit Silas, et Magnolia entendit l'affection profonde dans sa voix. Il lui raconta l'histoire de la jument, comment tout le monde avait dit qu'elle était trop grande pour être utile, trop lourde, trop maladroite, une trop grande quantité de cheval pour un usage raisonnable. Magnolia écoutait, fascinée, car elle entendait sa propre histoire à travers celle de l'animal. Silas ouvrit la porte du box et expliqua ce que lui avait vu, non pas un monstre inutile, mais l'âme la plus douce qu'il ait jamais rencontrée, piégée dans un corps qui effrayait les gens. La jument, immense et puissante, baissa alors sa tête massive vers Silas, le niflant avec une délicatesse surprenante, avant de tourner ses grands yeux liquides vers Magnolia. Silas regarda sa femme et lui dit, avec une signification qui pesait lourd dans l'air poussiéreux, que parfois, les plus grands cœurs se trouvent dans les plus grands corps, et que ceux qui ne peuvent pas voir cela sont ceux qui perdent au change. Comme si elle avait compris, la jument fit un pas vers Magnolia et, avec une grâce infinie, vint frotter son museau de velours contre l'épaule de la jeune femme, un geste de reconnaissance pure, de parenté, une communication silencieuse entre deux géantes incomprises. Ce contact fit s'effondrer les dernières défenses de Magnolia, elle enterra son visage dans la crinière rêche de l'animal et pleura toutes les larmes de sa vie, pleurant ses 24 années de solitude, de honte et de sentiment d'être trop, tandis que Silas posait une main ferme et chaude sur son dos, la laissant se vider de son chagrin, ancrée-la comme un gardien silencieux de sa guérison, prouvant sans un mot qu'il ne la craignait pas, qu'il ne la jugeait pas, et qu'il la voyait, enfin. Pour ce qu'elle était vraiment point le deuxième jour de leur étrange courtisanerie fut marqué par une épreuve que Silas Brennan avait orchestrée avec soin, bien qu'il prétendît qu'il s'agissait d'une simple nécessité logistique, une visite à Redemption Bluff, la ville la plus proche, pour commander le trousseau dont sa future épouse avait cruellement besoin. Ce voyage n'était pas un simple déplacement, mais un test, une confrontation délibérée avec le monde extérieur que Magnolia redoutait plus que tout, car elle savait que l'anonymat relatif du ranch ne la protégerait pas éternellement des jugements de la société. Lorsque leur chariot s'immobilisa dans la rue principale, soulevant un nuage de poussière ocre qui resta suspendu dans l'air chaud de midi, l'activité de la ville sembla se figer instantanément, comme si le temps lui-même retenait son souffle pour observer le spectacle grotesque que l'imaginaire collectif avait déjà anticipé. Au moment où Silas aida Magnolia à descendre, et qu'elle se déplia de toute sa hauteur sur le trottoir de bois, dominant la foule de sa stature imposante, un silence lourd et oppressant s'abattit sur la rue, brisé seulement par le grincement des essieux et le murmure croissant des conversations étouffées derrière des mains gantées. Magnolia sentit chaque regard se poser sur elle comme une brûlure physique, scrutant la largeur de ses épaules, la longueur de ses membres, et l'incongruité flagrante de sa présence aux côtés de Silas, qui semblait encore plus compact et concentré en comparaison. Elle vit les femmes de la ville chuchoter avec des expressions scandalisées, leurs yeux voyageant de haut en bas avec une pitié feinte qui masquait mal leur plaisir cruel d'avoir un nouveau sujet de commérage, tandis que les hommes, accoudés aux balustrades ou arrêtés au milieu de leur travail, affichaient des sourires en coin oscillant entre l'amusement et le mépris pur. La tension atteignit son paroxysme lorsqu'ils passèrent devant le saloon, dont les portes battantes laissaient échapper une odeur de bière rance et de tabac froid. Un cow-boy ivre, s'appuyant lourdement contre le chambranle, crut bon de faire profiter la rue entière de son esprit embrumé par l'alcool en hélant Silas d'une voix pâteuse mais forte, et « Brennan. C'est qui porte la culotte dans ton ménage, ou est-ce qu'elle te porte juste comme un bébé quand tu es fatigué ?» Un rire gras et brutal éclata depuis l'intérieur de l'établissement, se propageant dans la rue comme une traînée de poudre, et Magnolia sentit son visage s'enflammer d'une honte si intense, si viscérale, qu'elle crut qu'elle allait vomir là, sur les planches du trottoir, souhaitant que la terre s'ouvre pour l'engloutir tout entière et faire cesser ce cauchemar. Elle eut le réflexe de retirer son bras, de s'éloigner de Silas pour ne plus l'éclabousser de son ridicule, mais la main de l'éleveur se resserra sur son coude avec la force d'un étau, non pas pour la blesser, mais pour l'ancrer, pour lui interdire de fuir. Silas ne tourna même pas la tête vers l'ivrogne, ne donna pas à l'insulte la satisfaction d'une reconnaissance, son visage restant un masque de pierre indéchiffrable alors qu'il la guidait fermement vers l'entrée du magasin général, traversant la vague de moquerie comme la proue d'un navire fend une mer agitée.
Une fois à l'intérieur, dans la pénombre relative qui sentait les épices et le tissu neuf, il ne relâcha pas sa posture protectrice. Il commanda au commerçant, un homme au regard fuyant qui avait visiblement entendu l'esclandre extérieure, de sortir ses meilleurs rouleaux de tissu, assez pour confectionner 6 robes complètes, choisissant des couleurs riches et vibrantes que Magnolia n'avait jamais osé porter, s'étant toujours cantonné au gris et au brun pour tenter de s'effacer. Lorsque le marchand, pensant profiter de la situation et de la taille inhabituelle de la cliente, cita un prix exorbitant en prétextant la quantité double de tissu nécessaire, Silas ne négocia pas, ne s'énerva pas, mais posa l'argent sur le comptoir avec un claquement sec qui résonna dans le silence du magasin. Il fixa le commerçant droit dans les yeux et déclara d'une voix calme mais chargée de menaces que son épouse méritait la qualité, et que si jamais il tentait de l'escroquer à nouveau, il emmènerait ses affaires considérables au magasin de l'Aramis sans hésiter. Mon épouse, il avait prononcé ces mots comme s'ils étaient déjà une vérité établie, un fait accompli, comme si la mascarade humiliante de l'extérieur n'avait aucune prise sur la réalité de leur lien, transformant la fiction de leur arrangement en une forteresse imprenable. Ce soir-là, de retour au ranch, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes pourpres et que les premières étoiles perçaient le voile indigo du ciel, Magnolia trouva Silas assis sur le porche, contemplant l'immensité de son domaine. Le cœur lourd, elle s'assit près de lui, gardant une distance respectueuse, et laissa échapper les excuses qui lui brûlaient les lèvres depuis des heures, s'excusant pour ce qui s'était passé en ville, pour l'avoir embarrassé devant ses pairs, pour avoir été la source de ses rires cruels. Mais la réaction de Silas la surprit une fois de plus, sa voix ne contenait aucune colère envers elle, mais une froideur tranchante dirigée vers l'extérieur. Il lui dit que ces imbéciles ne l'avaient pas embarrassé, qu'ils s'étaient embarrassés eux-mêmes, car les petits esprits se révèlent toujours par leur cruauté. Lorsque Magnolia, désespérée, insista en murmurant qu'ils avaient raison, qu'elle le faisait passer pour le bouffon du territoire qui avait dû se contenter d'une géante, Silas pivota sur sa chaise pour lui faire face complètement. Il balaya ses insécurités avec une intensité farouche, lui rappelant qu'il n'avait pas bâti ce ranch pour impressionner ses gens, qu'il n'avait pas fait venir une femme pour obtenir leur approbation, mais parce qu'il était fatigué d'être seul et qu'il voulait une partenaire. Il prit sa main dans la sienne, si petite et pourtant si forte, et lui raconta ce qu'il avait observé durant ces 3 jours, non pas sa taille, mais son âme. Il savait qu'elle était gentille car il l'avait vue douce avec chaque animal du ranch, même les plus hargneux. Il savait qu'elle était intelligente parce qu'elle avait posé des questions pertinentes sur la rotation des pâturages et les droits d'eau, des questions qu'aucune autre femme ne lui avait jamais posées, et surtout, il savait qu'elle était forte, d'une force d'esprit inouïe, parce qu'elle était encore debout après une vie entière passée à s'entendre dire qu'elle était une erreur. Il conclut en disant, avec une sincérité qui fit trembler les étoiles au-dessus d'eux, qu'il serait honoré, véritablement honoré, de l'appeler sa femme si elle voulait bien de lui. À cet instant, sous la voûte céleste antique, quelque chose en Magnolia, qui avait été gelé par des années d'hiver émotionnels, se brisa pour laisser place à une floraison soudaine et violente d'espoir et de certitude. Elle regarda cet homme, ce petit homme qui était le plus grand géant qu'elle ait jamais rencontré, et la décision se forma sur ses lèvres avant même qu'elle ne la pense. Samedi, murmura-t-elle dans l'obscurité parfumée de sauge. Marions-nous samedi. Le sourire qui éclaira le visage de Silas Brennan à cet instant aurait pu rivaliser avec le soleil de midi, et sa réponse scella leur destin, va pour samedi. Le vendredi, veille du jour fatidique où Magnolia Thornfield devait devenir Madame Brennan aux yeux de Dieu et des hommes, une fausse quiétude semblait s'être abattue sur le ranch, le calme trompeur qui précède les tempêtes les plus dévastatrices. Magnolia s'était levée avant l'aube, s'intégrant maladroitement mais volontairement au rythme domestique de la maison, aidant Madame Chen à préparer le pain et à trier le linge, cherchant dans le travail manuel une distraction contre la terreur croissante qui lui nouait les entrailles à chaque fois qu'elle pensait à la nuit qui suivrait le mariage. En début d'après-midi, alors que le soleil au zénith blanchissait le paysage, elle se retrouva derrière la maison, étendant de grands draps de coton blanc sur les cordes à linge tendues entre 2 poteaux de chêne, le tissu claquant doucement dans la brise chaude comme des voiles de navires fantômes. C'est là, cachée derrière un mur de linge humide qui sentait le savon de Marseille et le vent des plaines, qu'elle entendit des voix s'élever depuis l'ombre fraîche de la grande grange ouverte à proximité, des voix qu'elle reconnut instantanément et qui la figèrent sur place, une pince à linge serrée dans sa main tremblante. C'était Cole Masterson, le contremaître, dont le ton bas et urgent portait jusqu'à elle avec une clarté impitoyable, s'adressant à Silas non pas comme un employé à son patron, mais comme un ami inquiet tentant d'empêcher une catastrophe. « Boss, je te le dis en tant qu'ami, tu fais une erreur monumentale, insistait Cole, sa voix vibrant d'une frustration contenue. Cette femme, elle va te briser. Peut-être pas physiquement, bien que Dieu seul sait que c'est possible vu sa taille, mais socialement, Silas, tu cours à ta perte.
Magnolia retint son souffle, pressant le drap mouillé contre sa poitrine comme un bouclier dérisoire, alors que Cole continuait son plaidoyer destructeur. Il évoqua la réunion de l'association des éleveurs prévue dans 3 semaines, un événement crucial où chaque baron du bétail du territoire serait présent, et décrivit avec une cruauté involontaire ce qui se passerait, les rires étouffés, les regards en coin, et pire que tout, le doute insidieux qui s'installerait dans l'esprit de ses pairs quant à la capacité de Silas à gérer une opération de cette envergure s'il ne pouvait même pas contrôler sa propre femme. Le mot « contrôler » claqua dans l'air comme un coup de fusil, suspendant le temps. Il y eut un silence, lourd et menaçant, avant que la voix de Silas ne s'élève, dangereusement calme, plus froide que le vent de janvier sur les plaines. « Est-ce là ce que tu penses que le mariage est, Cole? Une question de contrôle ?» Le contremaître, ne sentant pas le danger, tenta de rationaliser sa pensée en parlant de partenariat entre égaux, avant d'ajouter fatalement « Et je suis désolé, boss, mais vous deux, vous n'êtes pas égaux. » Elle est. Finis ta phrase, l'interrompit Silas, sa voix tranchante comme de l'acier brisé. Vas-y, dis-moi ce qu'elle est. Un nouveau silence, puis la tentative maladroite de Cole de se justifier, j'essaie de te protéger. J'ai travaillé pour toi pendant 10 ans, je t'ai vu bâtir cet endroit à partir de rien, de la poussière et de la sueur, et je ne veux pas te voir tout gâcher parce que tu étais seul et que tu as fait un choix désespéré. Magnolia, pétrifiée derrière son rideau de coton, sentit les larmes ruisseler sur son visage, attendant avec une certitude morbide que Silas acquiesce, qu'il admette qu'elle était effectivement un choix désespéré, une erreur commise dans un moment de faiblesse qui lui coûterait tout. Mais la réponse de Silas ne fut pas celle qu'elle attendait, ni celle que Cole espérait. « Sors, dit-il simplement, d'une voix qui ne tolérait aucune réplique. « Boss ? Sors de ma grange, sors de mon ranch, et ne reviens pas. Tu es viré. » Le choc de Cole fut audible, sa voix montant dans les aigus sous l'effet de l'incrédulité. « Tu me vires ? Après 10 ans de loyauté ? Parce que je t'ai dit la vérité ? » Non, répondit Silas, et Magnolia put entendre le bruit de ses bottes s'avançant sur la terre battue, une marche déterminée et furieuse. « Je te vire parce qu'après 10 ans à mes côtés, tu ne comprends toujours pas la première putain de chose à propos de la force. » La voix de l'éleveur vibra alors d'une intensité passionnée qui traversa la distance. La vraie force n'est pas une question de taille, Cole. Ce n'est pas une question de contrôler les gens, d'impressionner l'association ou de maintenir une image factice de ce qu'un homme devrait être. La vraie force, c'est d'avoir le courage de choisir l'amour plutôt que l'approbation, de choisir le partenariat plutôt que l'orgueil, de choisir la vérité plutôt que la facilité. Cole laissa échapper un rire sceptique et amer à la mention du mot amour, rappelant que Silas ne la connaissait que depuis 3 jours, mais Silas ne recula pas. « Je la connais assez longtemps pour reconnaître quelque chose que je pensais ne jamais trouver, rétorqua-t-il avec ferveur. Quelqu'un qui me voit, moi, pas mon ranch, pas mon argent, pas ce que j'ai bâti, mais l'homme qui est trop petit, trop têtu et trop bon sang de solitaire pour prétendre encore que le succès signifie quelque chose sans quelqu'un pour le partager. Alors oui, Cole, l'amour. Et si tu ne peux pas respecter ça, alors tu n'as pas ta place sur ce ranch. » Magnolia entendit le bruit lourd de la porte de la grange qui claquait, suivi des pas furieux de Cole Masterson s'éloignant vers l'écurie, puis le galop d'un cheval quittant la cour sans un regard en arrière. Elle resta là, agrippée au drap humide, secouée par des sanglots silencieux, écrasée par la culpabilité de réaliser que Silas Brennan venait de sacrifier son bras droit, un homme qui connaissait chaque parcelle de l'exploitation, pour elle. Ce soir-là, alors que le crépuscule peignait le ciel de teintes violacées, elle le trouva dans la grange, brossant machinalement le flanc de Goliath avec des gestes longs et réguliers. Il paraissait fatigué, ses épaules voûtées sous le poids invisible de la journée, et plus vieux que ses 38 ans. Lorsqu'il l'aperçut dans l'embrasure de la porte, une vulnérabilité fugace traversa son visage avant qu'il ne la masque derrière son calme habituel. Magnolia s'approcha doucement, l'odeur du foin et des chevaux l'enveloppant, et murmura qu'elle avait entendu, qu'elle savait pour Cole. « Les nouvelles vont vite, dit-il sans cesser son brossage. Tu n'avais pas à le virer, dit-elle, la voix tremblante. Pas pour moi. Silas arrêta son mouvement, posa la brosse sur le rebord du box et se tourna pour lui faire face complètement, ses yeux gris brûlant d'une lueur sombre. Je ne l'ai pas viré pour toi, Magnolia, corrigea-t-il avec une honnêteté brutale. Je l'ai viré pour moi. Parce que je suis fatigué. Je suis fatigué des gens qui pensent que la force signifie la domination. Fatigué de mesurer mon succès à l'aune de ce que les autres pensent. Fatigué de vivre pour l'approbation d'hommes dont je ne respecte même pas les opinions. Il traversa l'espace qui les séparait, s'arrêtant juste devant elle,
si petit et pourtant si immense dans sa détermination. J'ai passé 15 ans à bâtir un empire que je n'avais personne avec qui partager, et maintenant que j'ai enfin cette chance, je serais damné si je laissais des commérages d'esprit étroits me la voler. Quant à l'association, au diable l'association. Il prononça ces mots avec une telle conviction que Magnolia faillit le croire capable de renverser le monde à lui seul. S'ils ne peuvent pas supporter de voir un éleveur prospère avec une épouse magnifique, c'est leur problème, pas le mien. Il utilisa encore ce mot, magnifique, comme s'il s'agissait d'un fait incontestable. Magnolia prit une inspiration tremblante, cherchant à stabiliser son monde qui tanguait. « Demain, dit-elle. Nous nous marions. »« Demain, confirma-t-il. » Et alors que le mot restait suspendu entre eux, l'implication lourde de sens s'imposa dans le silence de la grange. Demain soir, ils seraient mari et femme, et demain soir, ils seraient censés partager un lit, consommer cette union. La terreur pure dut se peindre sur le visage de Magnolia, car Silas, avec cette perception surnaturelle qui semblait lire en elle, referma la distance restante et prit ses mains froides dans les siennes, chaudes et rassurantes. « Et demain soir, dit-il doucement, nous trouverons notre chemin ensemble. Pas de pression, pas d'attente, juste toi et moi, prenant tout le temps dont nous avons besoin. » Il planta son regard dans le sien pour ancrer sa promesse. « Je pensais ce que j'ai dit, Magnolia. Je ne te ferai pas de mal, et je ne te presserai pas. » Mais alors qu'elle montait l'escalier vers sa chambre pour sa dernière nuit de solitude, les mains de Magnolia tremblaient de manière incontrôlable, car malgré la gentillesse de Silas, malgré ses sacrifices et ses mots apaisants, la nuit de demain n'était pas une question de conversation ou de bonnes intentions, c'était une question de biologie, de physique, de la mathématique brutale de leurs corps si différents, et les histoires de douleur, de sang et de déchirure que toutes les femmes lui avaient chuchoté résonnaient dans sa tête comme un glas funèbre, lui rappelant qu'elle était 190 cm de terreur vierge, se demandant comment elle survivrait à ce qui allait arriver. Et la décision de Silas de la conduire hors de la maison principale, loin des chambres froides et des lits à baldaquin intimidants, pour l'emmener vers la grange, ce bâtiment robuste imprégné de l'odeur terreuse du travail et de la vie, fut le premier acte de grâce de cette nuit qui allait tout changer. Alors qu'il pénétrait dans l'immense structure de bois, l'air était saturé de parfums familiers et réconfortants, la douceur sucrée du foin séché, le piquant du cuir huilé, la chaleur animale des chevaux endormis et l'arôme de l'herbe d'été qui s'infiltrait par les fentes des planches. Silas la guida vers l'échelle menant au fenil, et lorsqu'ils émergèrent dans le loft, Magnolia découvrit qu'il avait préparé ce moment bien avant qu'elle ne consente à le vivre. L'espace était baigné par la lueur dorée et vacillante de plusieurs lanternes à pétrole suspendues en sécurité loin de la paille, créant un cocon de lumière ambrée qui repoussait les ombres de la nuit. Le sol était recouvert d'une couche épaisse de foin frais, sur laquelle il avait étendu les couvertures les plus douces de la maison, transformant ce lieu rustique en un lit nuptial digne d'une reine, un sanctuaire secret loin du monde et de ses jugements. Silas se tourna vers elle, son visage sculpté par les ombres dansantes, et lui expliqua d'une voix grave pourquoi ils étaient ici. C'était là qu'il apprivoisait les choses sauvages, là où il avait passé des heures infinies à gentrifier des mustangs terrifiés, là où il avait appris tout ce qu'il savait sur la patience, sur l'art de gagner la confiance goutte à goutte, et c'était là, dans ce lieu de vérité brute, qu'il voulait apprivoiser ses peurs à elle, prouver que certaines promesses sont faites pour être tenues, non pas avec la force, mais avec une douceur inébranlable. Magnolia, debout au bord de ce précipice émotionnel, sentit ses genoux trembler sous sa robe de mariée, avouant dans un souffle qu'elle était terrifiée, une géante réduite à une enfant effrayée. « Je sais, murmura-t-il, s'approchant d'elle sans brusquerie. Il commença alors le lent, très lent processus de déshabillage, ses doigts agiles s'attaquant au bouton de sa robe avec une concentration absolue, lui laissant le temps de s'habituer à sa proximité, à la chaleur qui émanait de son corps compact. Lorsque la robe glissa enfin au sol, la laissant en chemise, il ne la laissa pas exposée à l'air frais ou à sa propre honte, il drapa immédiatement sa propre veste sur ses épaules, protégeant sa modestie même ici, dans l'intimité de leur refuge, un geste de respect qui fit monter les larmes aux yeux de Magnolia. Il lui expliqua alors ce qui allait se passer, étape par étape, pour qu'il n'y ait aucune surprise, aucune embuscade, il allait l'embrasser jusqu'à ce qu'elle arrête de trembler, jusqu'à ce qu'elle soit assez détendue pour sentir ce qu'il faisait au lieu d'anticiper la douleur, et peu importait que cela prenne 5 minutes ou 50, car ils avaient toute la nuit devant eux. Et ensuite, seulement ensuite, il la toucherait par-dessus sa chemise, apprenant son corps comme on apprend une nouvelle langue, et il ne passerait pas à l'étape suivante tant qu'elle ne le supplierait pas de le faire. Le mot supplier envoya une onde de chaleur inattendue dans le ventre de Magnolia, un frisson qui n'avait rien à voir avec la peur. Fidèle à sa parole, Silas commença par des baisers, non pas des assauts voraces, mais des explorations douces et patientes,
ses lèvres traçant le contour de sa bouche, la ligne de sa mâchoire, découvrant ce point sensible sous son oreille qui lui arracha un premier soupir. Le temps sembla se diluer, devenir fluide dans cette bulle dorée, des minutes ou des heures passèrent alors qu'il démantelait systématiquement ses défenses, non pas par la force, mais par une tendresse implacable, remplaçant sa terreur par des sensations qu'elle n'avait jamais imaginées possibles. Ses mains, calleuses mais incroyablement douces, voyagèrent sur le tissu de sa chemise, cartographiant ses courbes, ses flancs, ses hanches, honorant cette stature qu'elle avait toujours haïe. Lorsqu'il demanda enfin la permission de retirer sa chemise, la voix rauque de retenue, Magnolia la lui accorda sans la moindre hésitation, car la honte avait été brûlée par le désir naissant. Et quand sa peau fut exposée à la lumière des lanternes et à son regard, elle ne vit aucun dégoût, seulement une adoration pure. « Tu es si belle » murmura-t-il contre sa clavicule, « chaque pouce magnifique de toi, et pour la première fois de sa vie, étendu dans le foin avec la lumière peignant son corps d'or, Magnolia le crut. » Lorsqu'il lui demanda si elle était prête pour lui, elle fut choquée de réaliser qu'elle l'était, qu'elle avait mal non pas de peur, mais d'une attente impérieuse, d'un besoin profond d'être remplie, d'être unie à lui. « Oui, souffla-t-elle, s'il te plaît, Silas. » Il se positionna alors avec une précaution infinie, entrant en elle lentement, si lentement, ses yeux rivés sur son visage pour guetter le moindre signe de détresse. Il y eut une pression, un pincement aigu qui lui fit grimacer et retenir son souffle, mais il s'arrêta instantanément, ne forçant pas le passage, sa main trouvant un point de plaisir qui fit exploser des étoiles derrière ses paupières, la distrayant, l'ancrant dans le plaisir alors que son corps s'ajustait, s'accommodait et finissait par l'accueillir. « Respire » coacha-t-il doucement, son front contre le sien. « Le pire est passé, je te le promets. » Et il avait raison, alors qu'il recommençait à bouger, avec une douceur déchirante et une patience douloureuse, l'inconfort s'estompa pour être remplacé par autre chose, une montée en puissance, une marée de sensations qui construisit et construisit jusqu'à ce qu'elle agrippe ses épaules solides, ses ongles s'enfonçant dans sa peau, et qu'elle gaspa son nom, découvrant avec émerveillement que les corps pouvaient parler des langages que les mots ne sauraient jamais traduire, une symphonie de souffles et de mouvements qui effaçaient toutes les différences de taille pour ne laisser que deux âmes fusionnées. Plus tard, beaucoup plus tard, alors qu'ils étaient emmêlés dans les couvertures, des brins de paille dans les cheveux et la lumière des lanternes projetant des ombres vacillantes sur les murs de la grange, Silas traça des motifs paresseux sur son épaule nue. « Comment te sens-tu » demanda-t-il, sa voix vibrant contre sa poitrine. Magnolia prit le temps de considérer la question sérieusement, son corps était endolori dans des endroits inconnus, une douleur sourde mais présente, mais la peur, cette vieille compagne qu'il avait suivie toute sa vie, avait disparu, volatilisée, remplacée par un sentiment de plénitude absolue. « En sécurité » chuchota-t-elle, savourant le mot. « Chérie. » Puis, sentant ses joues s'échauffer dans l'obscurité, elle osa poser la question qui confirmait sa transformation, je me demandais, quand pourrions-nous faire cela à nouveau? Le rire de Silas, chaud, ravi et triomphant, gronda dans sa poitrine. « Madame Brennan, taquina-t-il avec affection, je t'avais bien promis que tu en redemanderais. Que dis-tu de demain matin ?» Elle pressa un baiser sur sa mâchoire cicatrisée, souriant contre sa peau. « Demain matin me semble parfait. » Et ce fut le cas, car parfois, la première fois fait mal, c'est une vérité universelle, mais entre les mains justes, avec le cœur juste, avec l'homme qui possède la sagesse de voir la magnificence là où d'autres ne voient que des problèmes, cette douleur devient doucement supportable, elle devient le prélude nécessaire à quelque chose de beau, la preuve tangible que l'amour ne se mesure pas en pouces ou en centimètres, mais en patience, en promesses tenues, et en courage de choisir le partenariat plutôt que l'orgueil. Magnolia Thornfield avait passé 24 ans à être trop pour tout le monde, trop grande, trop large, trop présente, mais dans les bras de Silas Brennan, dans une grange du Wyoming sous les étoiles éternelles, elle découvrit qu'elle était enfin, parfaitement et magnifiquement suffisante. Et la décision de Silas de la conduire hors de la maison principale, loin des chambres froides et des lits à baldaquin intimidants, pour l'emmener vers la grange, ce bâtiment robuste imprégné de l'odeur terreuse du travail et de la vie, fut le premier acte de grâce de cette nuit qui allait tout changer. Alors qu'il pénétrait dans l'immense structure de bois, l'air était saturé de parfums familiers et réconfortants, la douceur sucrée du foin séché, le piquant du cuir huilé, la chaleur animale des chevaux endormis et l'arôme de l'herbe d'été qui s'infiltrait par les fentes des planches. Silas la guida vers l'échelle menant au fenil, et lorsqu'ils émergèrent dans le loft, Magnolia découvrit qu'il avait préparé ce moment bien avant qu'elle ne consente à le vivre. L'espace était baigné par la lueur dorée et vacillante de plusieurs lanternes à pétrole suspendues en sécurité loin de la paille, créant un cocon de lumière ambrée qui repoussait les ombres de la nuit.
Le sol était recouvert d'une couche épaisse de foin frais, sur laquelle il avait étendu les couvertures les plus douces de la maison, transformant ce lieu rustique en un lit nuptial digne d'une reine, un sanctuaire secret loin du monde et de ses jugements. Silas se tourna vers elle, son visage sculpté par les ombres dansantes, et lui expliqua d'une voix grave pourquoi ils étaient ici. C'était là qu'il apprivoisait les choses sauvages, là où il avait passé des heures infinies à gentrifier des mustangs terrifiés, là où il avait appris tout ce qu'il savait sur la patience, sur l'art de gagner la confiance goutte à goutte, et c'était là, dans ce lieu de vérité brute, qu'il voulait apprivoiser ses peurs à elle, prouver que certaines promesses sont faites pour être tenues, non pas avec la force, mais avec une douceur inébranlable. Magnolia, debout au bord de ce précipice émotionnel, sentit ses genoux trembler sous sa robe de mariée, avouant dans un souffle qu'elle était terrifiée, une géante réduite à une enfant effrayée. « Je sais, » murmura-t-il, s'approchant d'elle sans brusquerie. Il commença alors le lent, très lent processus de déshabillage, ses doigts agiles s'attaquant au bouton de sa robe avec une concentration absolue, lui laissant le temps de s'habituer à sa proximité, à la chaleur qui émanait de son corps compact. Lorsque la robe glissa enfin au sol, la laissant en chemise, il ne la laissa pas exposée à l'air frais ou à sa propre honte, il drapa immédiatement sa propre veste sur ses épaules, protégeant sa modestie même ici, dans l'intimité de leur refuge, un geste de respect qui fit monter les larmes aux yeux de Magnolia. Il lui expliqua alors ce qui allait se passer, étape par étape, pour qu'il n'y ait aucune surprise, aucune embuscade, il allait l'embrasser jusqu'à ce qu'elle arrête de trembler, jusqu'à ce qu'elle soit assez détendue pour sentir ce qu'il faisait au lieu d'anticiper la douleur, et peu importait que cela prenne 5 minutes ou 50, car ils avaient toute la nuit devant eux. Et ensuite, seulement ensuite, il la toucherait par-dessus sa chemise, apprenant son corps comme on apprend une nouvelle langue, et il ne passerait pas à l'étape suivante tant qu'elle ne le supplierait pas de le faire. Le mot supplier envoya une onde de chaleur inattendue dans le ventre de Magnolia, un frisson qui n'avait rien à voir avec la peur. Fidèle à sa parole, Silas commença par des baisers, non pas des assauts voraces, mais des explorations douces et patientes, ses lèvres traçant le contour de sa bouche, la ligne de sa mâchoire, découvrant ce point sensible sous son oreille qui lui arracha un premier soupir. Le temps sembla se diluer, devenir fluide dans cette bulle dorée, des minutes ou des heures passèrent alors qu'il démantelait systématiquement ses défenses, non pas par la force, mais par une tendresse implacable, remplaçant sa terreur par des sensations qu'elle n'avait jamais imaginées possibles. Ses mains, calleuses mais incroyablement douces, voyagèrent sur le tissu de sa chemise, cartographiant ses courbes, ses flancs, ses hanches, honorant cette stature qu'elle avait toujours haïe. Lorsqu'il demanda enfin la permission de retirer sa chemise, la voix rauque de retenue, Magnolia la lui accorda sans la moindre hésitation, car la honte avait été brûlée par le désir naissant. Et quand sa peau nu fut exposée à la lumière des lanternes et à son regard, elle ne vit aucun dégoût, seulement une adoration pure. « Tu es si belle, » murmura-t-il contre sa clavicule, « chaque pouce magnifique de toi, et pour la première fois de sa vie, étendu dans le foin avec la lumière peignant son corps d'or, Magnolia le crut. Lorsqu'il lui demanda si elle était prête pour lui, elle fut choquée de réaliser qu'elle l'était, qu'elle avait mal non pas de peur, mais d'une attente impérieuse, d'un besoin profond d'être remplie, d'être unie à lui. « Oui, » souffla-t-elle, « s'il te plaît, Silas. » Il se positionna alors avec une précaution infinie, entrant en elle lentement, si lentement, ses yeux rivés sur son visage pour guetter le moindre signe de détresse. Il y eut une pression, un pincement aigu qui lui fit grimacer et retenir son souffle, mais il s'arrêta instantanément, ne forçant pas le passage, sa main trouvant un point de plaisir qui fit exploser des étoiles derrière ses paupières, la distrayant, l'ancrant dans le plaisir alors que son corps s'ajustait, s'accommodait et finissait par l'accueillir. « Respire » coacha-t-il doucement, son front contre le sien. « Le pire est passé, je te le promets. » Et il avait raison, alors qu'il recommençait à bouger, avec une douceur déchirante et une patience douloureuse, l'inconfort s'estompa pour être remplacé par autre chose, une montée en puissance, une marée de sensations qui construisit et construisit jusqu'à ce qu'elle agrippe ses épaules solides, ses ongles s'enfonçant dans sa peau, et qu'elle gaspa son nom, découvrant avec émerveillement que les corps pouvaient parler des langages que les mots ne sauraient jamais traduire, une symphonie de souffles et de mouvements qui effaçaient toutes les différences de taille pour ne laisser que deux âmes fusionnées. Plus tard, beaucoup plus tard, alors qu'ils étaient emmêlés dans les couvertures, des brins de paille dans les cheveux et la lumière des lanternes projetant des ombres vacillantes sur les murs de la grange, Silas traça des motifs paresseux sur son épaule nue. « Comment te sens-tu » demanda-t-il, sa voix vibrant contre sa poitrine. Magnolia prit le temps de considérer la question sérieusement, son corps était endolori dans des endroits inconnus, une douleur sourde mais présente, mais la peur, cette vieille compagne qu'il avait suivie toute sa vie, avait disparu, volatilisée,
remplacé par un sentiment de plénitude absolue. En sécurité, chuchota-t-elle, savourant le mot. Chérie. Puis, sentant ses joues s'échauffer dans l'obscurité, elle osa poser la question qui confirmait sa transformation. Je me demandais, quand pourrions-nous faire cela à nouveau? Le rire de Silas, chaud, ravi et triomphant, gronda dans sa poitrine. Madame Brennan, taquina-t-il avec affection, je t'avais bien promis que tu en redemanderais. Que dis-tu de demain matin? Elle pressa un baiser sur sa mâchoire cicatrisée, souriant contre sa peau. Demain matin me semble parfait. Et ce fut le cas, car parfois, la première fois fait mal, c'est une vérité universelle, mais entre les mains justes, avec le cœur juste, avec l'homme qui possède la sagesse de voir la magnificence là où d'autres ne voient que des problèmes, cette douleur devient doucement supportable, elle devient le prélude nécessaire à quelque chose de beau, la preuve tangible que l'amour ne se mesure pas en pouces ou en centimètres, mais en patience, en promesses tenues, et en courage de choisir le partenariat plutôt que l'orgueil. Magnolia Thornfield avait passé 24 ans à être trop pour tout le monde, trop grande, trop large, trop présente, mais dans les bras de Silas Brennan, dans une grange du Wyoming sous les étoiles éternelles, elle découvrit qu'elle était enfin, parfaitement et magnifiquement suffisante.